Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, animé par le comité étudiant. Nous interviewons des scientifiques canadiens réputés pour parler de leur carrière, leurs recherches et bien sûr leur passion pour l'épigénétique. Cette semaine, Laureline Charrier et moi-même, Camille Souchet, avons le plaisir d'interviewer le docteur Jonathan Wetzman, professeur de génétique à l'Université Paris-Cité et directeur fondateur du Centre épigénétique et destin cellulaire au CNRS Université Paris-Cité. Dans cet épisode, il nous partage sa passion pour la recherche et le partage de connaissances à travers une approche pluridisciplinaire. Il nous parle aussi du modèle particulier qu'est Teleria, permettant de caractériser comment l'altération de la méthylation de la lysine contribue à la dérégulation des processus cellulaires et au développement du cancer. Merci de suivre notre série de podcasts et bonne écoute. Donc bonjour Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Donc une question par laquelle on aime bien commencer, c'est un petit peu si vous pouvez vous présenter et puis pourquoi vous vous êtes intéressé à la science en général. Ok, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc je suis Jonathan Wetzman. Où est-ce que je commence? Je suis né en Angleterre et j'ai fait mes études de biochimie après une thèse à Oxford sur la biologie moléculaire et la régulation de l'expression des gènes. Et je partis en postdoc aux États-Unis, à Boston, où je fais un bon postdoc, mais encore plus important, je rencontrais une femme qui m'amenait à Paris. Donc je fais une deuxième postdoc à Paris, à l'Institut Pasteur. Et là, je me suis intéressé beaucoup au cancer. J'essaie de faire les liens entre les contacts cellulaires, donc les interactions cell-matrix et cell-cell, et comment ces signaux étaient intégrés au niveau transcriptionnel, au niveau noyau. Donc, j'étais recruté à l'Institut Pasteur. J'étais pasteurisé, on dit ça. Donc, j'ai eu un poste à Pasteur et une petite équipe. Et il y a 15 ans, j'étais recruté à l'université pour monter une unité de recherche autour de l'épigénétique et pour diriger un master qui s'appelle le magistère européen de génétique, que tu connais bien parce que tu es un de nos alumni. Donc c'est un peu mon parcours et pourquoi. J'étais toujours... je suis très curieux, donc j'ai toujours été intéressé par découvrir les choses, pour comprendre comment les choses marchent. La carrière n'est pas si linéaire que ça. J'ai fait plein d'allers-retours en dehors de l'académie, mais à chaque fois je suis revenu. Donc clairement, c'est mon destin d'être chercheur. Et j'aime beaucoup la possibilité de combiner la recherche avec l'enseignement. Ça, c'est pour moi vraiment l'optimal. Vous venez de dire que vous avez fait des allers-retours entre l'académique et le reste. Du coup, c'est dans votre parcours professionnel, pourquoi vous avez fait ces allers-retours et puis pourquoi plus l'académique au final? Pourquoi les allers-retours? Vous êtes jeune, mais vous allez voir que être chercheur est pas facile et avoir un poste académique est encore plus difficile. Il y a des hauts et des bas, et au moment bas, je cherchais un peu d'autres choses, et aussi j'avais un sentiment que j'étais intéressé par plein de choses. Donc je fais un peu de journalisme, je fais de la valorisation, je travaille dans une start-up, et donc j'ai fait plein de choses différentes. Et chaque fois, je suis revenu parce que c'est difficile, mais en fait, ce métier a un peu de tout. Donc elle est challenging. Et j'ai besoin de ça. Je me suis ennuyé un peu chaque fois que j'ai parti. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste et de combiner tous mes passions. Donc aujourd'hui, je fais la valorisation, j'enseigne la valorisation, je fais la recherche dans une équipe et j'enseigne. Donc ça me donne à la fin tout ce que j'ai besoin. Voilà. Et puis justement, ça fait aussi un peu le pont avec ce qu'on voulait aborder, c'est que vous avez quand même beaucoup de casquettes différentes dans plein de domaines quand même assez différents. Vous êtes par exemple à la tête du magistère, vous avez aussi le LabEx ou AMAI, vous êtes quand même assez dans plein de milieux différents et donc c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un parcours aussi varié. Moi, j'aime faire les choses nouveaux. J'aime, comme je dis au labo, j'aime faire les choses que je sais pas faire.
Donc, qui est pour moi le métier d'un chercheur, c'est de chercher de faire les choses et de sortir de zone de confort. Donc, je fais ça et aussi dans la carrière, j'ai eu l'opportunité de créer des espaces virtuels ou réels pour que d'autres personnes puissent explorer leur passion. Et donc ça, c'est pour ça le LabX, l'Unité et plein d'autres projets. Et même le podcast, l'idée, c'est de créer un environnement où des jeunes chercheurs peuvent se sentir soutenus pour aller explorer leur passion et découvrir l'inconnu. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez parler un peu de votre podcast, vous pouvez... J'ai un podcast qui s'appelle The Lonely Pipette, qui est plus sur le chercheur que la recherche. Bon, j'aime beaucoup ce médium de podcast. C'est vraiment, c'est très intime, donc ça et en même temps, c'est un super moyen de partager les idées. Et donc, The Lonely Pipette, c'est les discussions avec des chercheurs un peu partout dans le monde, aux différents moments de leur carrière, sur la vie d'un chercheur. Et avec les hauts et les bas, et avec les moments de doute et les succès, et un peu du conseil pour des jeunes chercheurs. Et donc le tagline, c'est Helping Scientists Do Better Science. Et en fait, c'est le tagline de ma carrière, c'est j'essaie de créer les endroits ou les opportunités pour que les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes dans la recherche. Voilà. Donc, écoutez, The Lonely Pipette. Mais l'idée était que peut-être vous avez la chance de tomber sur les mentors qui sont super. Et donc, vous avez beaucoup de soutien dans le labo. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. L'idée était d'ouvrir des conseils à tout le monde par le podcast pour que n'importe qui peut écouter et avoir des conseils et se sent pas complètement seul. Voilà. Puis avoir des visions comme ça de parcours très différents, c'est vrai que ça peut inspirer, ça peut rassurer aussi, c'est vrai que c'est important. Exactement. Une autre question qu'on aimerait vous poser, c'est quelles sont vos passions en dehors de la science et qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Donc j'ai écouté votre podcast et souvent les gens disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour. Oui. Donc, mais j'ai beaucoup de passion en dehors de. J'aime. Déjà, je suis père de famille, donc ça prend beaucoup de temps. Et j'aime la cuisine, donc je cuisine beaucoup. Et j'aime l'art, donc j'aime dessiner. Et j'aime étudier les textes anciens, les textes historiques et philosophiques. Et j'aime, comme tout le monde, voyager. Vous avez cité des passions qu'on n'entend pas souvent, par exemple la lecture de textes anciens et tout, donc c'est très intéressant. Ouais. Donc pour cette deuxième partie, on va plus parler de la recherche, un peu en général. Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre définition de l'épigénétique et ce que ça représente pour vous? Le piège. Comment définir l'épigénétique? C'est compliqué. L'épigénétique, c'est une science des petits changements avec un grand impact. Je sais pas si tu te rappelles, Camille, quand on était en cours ensemble. J'aime beaucoup enseigner la science par un peu le contexte historique. Donc, je suis très attaché à le début de l'épigénétique lancé par Conrad Waddington et les relations génotype-phénotype, le fameux paysage épigénétique qui me parlait beaucoup comme une métaphore pour comment, avec le temps, les petites différences, les petits changements peuvent avoir un grand impact. Donc c'est ça, et l'épigénétique, c'est cette relation entre génotype et phénotype et comment le même génotype peut donner différents types de phénotypes. Et surtout, je suis intéressé par la plasticité des entités. Et je crois depuis quelques années avec les découvertes de la reprogrammation cellulaire, comment l'identité cellulaire est très plastique et peut être changée, reversée. Et la réversibilité des changements épigénétiques qui souligne ce changement de l'identité cellulaire. Voilà. Donc c'est pas une définition, mais tout le monde a leur propre définition et ça change. C'est une science qui change beaucoup et donc les définitions changent.
Mais de base, c'est cette mystère, un peu la relation entre génotype et phénotype. Et donc, tout ça nous amène à dans quelle mesure l'épigénétique elle est impliquée dans votre travail et puis quels sont les aspects que vous traitez dans votre laboratoire? Donc, mon labo, j'ai créé une unité d'épigénétique qui s'appelle épigénétique et destin cellulaire, et je suis très attaché aussi au destin cellulaire. Donc, dans laquelle il y a 6 équipes qui travaillent sur différents aspects de l'épigénétique, un peu avec des outils de méthylation, changement des histones et des ARN non codants. Donc, tout ça, ça contribue. Dans mon petite équipe, on s'intéresse au cancer. Donc, presque toute ma carrière, je travaille sur l'identité tumorale et les caractéristiques des cellules tumorales et les interactions des cellules tumorales avec leur environnement. Et actuellement, dans le laboratoire, on étudie un système un peu exotique de tumorigénèse, qui est une transformation leucocytaire induite par un parasite intracellulaire. Donc, je crois que c'est le seul cas connu. Et c'est très exotique. Donc, le parasite, c'est un apicomplexe, qui est un cousin de Plasmodium et Toxoplasma. Et la cellule hôte, c'est les leucocytes de vache. Donc, c'est même pas une maladie humaine. Mais ce qui m'a intrigué, c'était la capacité d'une cellule de changer l'identité de la cellule hôte de l'intérieur, sans changement, sans mutation, sans changement génétique. Et je trouvais ça fascinant et je trouvais ça potentiellement un modèle intéressant pour regarder un peu la progression tumorale. Donc, on essaie d'étudier l'interaction avec ces 2 espèces, donc le parasite, qui est un parasite eucaryote, et la cellule hôte, qui est un leucocyte de vache, et les relations épigénétiques et les métaboliques et épigénétiques entre les deux, et comment chacun influence l'autre. Donc, c'est ça le sujet qu'on étudie avec les approches avec les approches comme tout le monde, les approches du chip sec et du RNA sec. On fait les premières manips de single cell, donc qui est fascinant. Et aussi, on fait du criblage de petites molécules pour chercher les inhibiteurs potentiellement épigénétiques qui peuvent reverser cette interaction hôte pathogène et la tumorigénèse qui vient avec. Et donc, j'ai d'autres projets dans le laboratoire qui tournent autour des enzymes de méthylation des lysines, donc des methyltransferases. Et on était surpris de voir que les méthyltransférases qui peuvent méthyler les queues des histones sont souvent pas dans le noyau. Et donc, on se demandait qu'est-ce qu'ils font dans le cytoplasme. Et donc, on a lancé toute une série de nouveaux projets autour de lysine methylation, la méthylation des lysines, en dehors du noyau. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça épigénétique ou non, mais c'est sûr, c'est le destin cellulaire. Et donc, on s'intéresse à comment ces enzymes peuvent avoir les impacts dans le développement du cancer en dehors du noyau. Mais c'est vrai que, est-ce que finalement c'est quand même un peu de l'épigénétique vu que c'est quand même de l'histone, ou vous pensez que c'est vraiment pas du tout? Non, je crois que les histones, pour moi, les histones, c'est juste the tip of the iceberg. Donc, on a vu beaucoup. Dans les modifications des histones, on a vu que la méthylation des lysines et des arginines est très, très importante. Mais je crois que les mêmes enzymes vont avoir les impacts de méthylation en dehors du noyau sur toute une série de processus complètement indépendants de régulation de la chromatine. Donc, je crois qu'on est au début. Et on avait un autre projet dans notre laboratoire pour comprendre un peu le shuttling, un peu le mouvement de ces enzymes du cytoplasme au noyau et comment c'est régulé leur localisation qui va impacter leur substrat. Donc, je crois les histones, c'est juste le début de l'histoire. Pendant longtemps, on manquait un peu des outils pour regarder ça. Mais comme chaque année, il y a de nouveaux outils, on s'intéresse de plus en plus au méthylome au sens plus large. En parlant de tous ces outils qui sont à notre disposition maintenant et qui progressent toujours, est-ce que vous avez une technique que vous utilisez particulièrement dans votre laboratoire ou dont vous aimeriez parler plus spécifiquement? Bon, je crois qu'on fait rien vraiment innovant.
On utilise les techniques. Bon, vous voyez, dès qu'il y a une technique qui sort, tout le monde utilise. Moi, je suis pas très technologie. Je suis plus attaché aux questions biologiques, mais je suis fasciné comment les nouvelles technologies ouvrent une capacité de poser des questions différemment. Par exemple, le single cell, je résistais pendant longtemps parce que je pensais que c'était juste un peu de hype. Mais on vient de faire une série de manips avec le single cell. Et c'est vrai qu'on regarde cellule par cellule, regardez le transcriptome, on voit les choses qu'on n'aurait jamais pensé. Donc je suis très surpris. Et l'autre chose qu'on a pris beaucoup de plaisir, c'est d'utiliser ces approches omiques, de regarder les cellules infectées et de regarder deux génomes en même temps. Donc on fait du RNA sec ou du chip sec. Et après, avec le mapping et la bioinformatique, on arrive à voir les deux génomes, le génome de parasites et le génome de la cellule en même temps. Et on voulait mettre ça dans un contexte single cell pour regarder le crosstalk entre ces deux génomes au niveau single cell. Donc, je suis très attaché à ça. Et après, on a fait des criblages des petites molécules. Et après, on a fait un peu de click chemistry pour chercher les cibles. Et comme je vous ai dit, j'aime faire les choses que je ne sais pas faire. Donc, j'aime découvrir. Et donc, ça oblige d'interagir avec d'autres laboratoires. Donc, actuellement, on fait un peu de medicinal chemistry, un peu de chimie pour découvrir un peu les cibles. Voilà. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est que vous étiez attaché à l'histoire qu'il y a derrière la science et comment ça progresse. Et justement, dans votre carrière, est-ce que vous avez vu un grand changement dans les approches qu'il y avait ou d'une technique, c'est ça qui a vraiment permis de faire une grande avancée dans votre domaine d'épigénétique? Bon, je crois toutes les techniques de sec qui accompagnent l'épigénétique, donc le chip sec et le RNA sec. C'est vrai même quand j'étais postdoc, on n'avait pas vraiment des outils pour trouver les cibles des facteurs de transcription, les cibles de régulateurs de la chromatine. Donc, ces dernières années où on a explosé toutes ces techniques, il y a une nouvelle technique de sec, quelque chose, presque chaque mois. Donc, ça crée, ça pousse l'imagination des chercheurs. Donc ça a changé beaucoup. Et c'est aussi dans ma carrière que la biologie devient de plus en plus quantitative et très intéressant. Ça fait peur aussi parce qu'on n'était pas vraiment formé pour ça. Donc la bioinformatique, c'est quelque chose que j'utilise ou les bioinformaticiens dans mon laboratoire utilisent. Donc je maîtrise pas ces outils. Mais je suis impressionné par la capacité de regarder autant de données en même temps et de modéliser ces données. Donc ça a changé complètement depuis que quand j'étais en thèse, j'ai étudié les régulations d'un promoteur, voilà. Et sans outils sans réfléchir sur la chromatine parce qu'on n'avait pas des outils. Aujourd'hui, vous savez, on peut regarder les 20 000 gènes en même temps, dans deux espèces en même temps donc l'échelle a changé et ça c'est fascinant. Et évidemment, on est en train donc on a un projet pour la prochaine doctorante qui va utiliser CRISPR pour faire une cribe génétique. Donc évidemment, ces techniques ont complètement changé, mais c'est plus l'échelle a changé, l'échelle d'analyse, et ça, chaque nouvelle technique, donc CRISPR, c'est pas juste parce que tout le monde parle de ça, mais ça offre une possibilité de poser des questions qu'on ne pouvait pas poser avant. Et donc ça pousse l'imagination de réfléchir comment utiliser ces technologies. Donc on a vu, c'est vrai, même dans ma petite carrière, on a vu énormément de changements qui posent les questions, qu'est-ce que vous allez voir dans votre carrière? Je sais pas. Mais moi, j'étais content d'être chercheur à l'époque que j'étais chercheur. Parce que j'aime
je crois le cerveau sature quand on ouvre les échelles. Je crois que c'est vertigineux, mais et demain la biologie va être faite sur l'écran et pas à la paillasse. Et j'aimais bien, en fait, être à la paillasse et toucher les objets et voir, aller au microscope et voir les objets. Donc, j'aimais beaucoup ce côté du début de la biologie moléculaire et cellulaire et la construction des histoires, des jolies histoires. Alors que demain, tout va être sur une échelle multidimensionnelle qui va être compliquée à gérer. Et donc, ça va obliger un énormément de mathématiques que moi, j'avais pas cette formation, j'ai pas cette culture. Donc, on va voir. Mais ça va être intéressant de voir. J'espère on vous a bien préparé pour le tsunami qui arrive là. On a quand même la chance dans le laboratoire de déjà quand même faire de la bioinformatique. Mais moi, c'est comme la cuisine. Moi, j'aimais toucher les choses. J'aimais voir les objets et je suis pas de la génération du début de la biologie moléculaire où on avait une idée le matin, on faisait manip l'après-midi, on avait le résultat le soir. Donc, moi, c'était pas exactement ça. Mais demain, le temps des manips a changé aussi. L'échelle, le temps, l'échelle de volume de données, mais aussi l'échelle de temps. Et bon, j'étais content d'être à l'époque où j'étais. Et c'est vrai que selon les techniques, la façon de penser, elle change énormément en fonction de déjà l'accessibilité aux données et puis comme vous disiez, la multidimensionnalité qu'on peut avoir. C'est vrai que ça change totalement l'approche de la science. Donc mon fils, il fait une thèse sur le AI, Artificial Intelligence. Et déjà, je comprends pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, c'est très conceptuel et c'est très, très mathématique. Et donc, la biologie va changer complètement. Bah, ça peut intégrer tellement plus de données qu'un cerveau humain est capable de faire et que c'est des outils, là, on en est qu'au tout début, mais rien que ChatGPT, ce genre de choses, ça va révolutionner la manière de penser parce que ça fait le travail que nous, on peut pas faire et qu'on sait pas faire. Ça ouvre encore une nouvelle dimension dans le travail et une autre échelle encore. Ouais. Donc c'est pas obligé. Donc j'ai une autre chose que j'ai vraiment pris plaisir dans ma carrière, c'était d'interagir avec des autres disciplines. Et donc ça, la biologie devient de plus en plus interdisciplinaire. Donc c'est l'informatique, mais aussi la chimie, le physique. Et j'espère aussi la philosophie et d'autres choses. Donc moi j'ai eu donc dans le LabEx ou MRI et dans d'autres projets j'ai eu l'opportunité de travailler et de réfléchir et même de publier avec des gens qui venaient des autres disciplines. Et ça, je crois, ça enrichit beaucoup au niveau personnel, mais aussi au niveau des projets. Voilà. Oui, ça permet une réflexion aussi un peu extérieure. Des fois, quand on est un peu trop concentré dans son domaine, dans son sujet, de s'ouvrir un petit peu à d'autres disciplines, c'est enrichissant. Ouais. Et donc, vous avez demandé sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un domaine qui attire toutes les disciplines. Et donc, c'est un peu un carrefour. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça correspond bien à votre profil qui aime bien aller voir plein de choses. Ouais, tout à fait. Donc vous avez commencé à nous parler du modèle de Teleria, le parasite que vous étudiez. Est-ce que comment vous êtes venu à travailler là-dessus? Et puis c'est quand même quelque chose qui est pas commun du tout. Donc quels sont un peu les défis de ce modèle et qu'est-ce que ça apporte dans la recherche cette approche? Comme je vous ai dit, j'aime faire les choses qui sont un peu différentes des autres pour plein de raisons. Une, c'est que en France, c'est difficile d'avoir un grand labo. Et quand on enseigne et on fait plein de choses, c'est difficile d'avoir une très grande équipe. Donc, alors, ça pose la question comment être compétitif. Et donc, on cherche un peu une niche. Et pour ça, on ne fait pas exactement les choses évidentes que tout le monde va chercher. J'étais inspiré, en fait, j'ai découvert Theileria quand j'étais chercheur à l'Institut Pasteur. Donc, je travaillais sur le cancer,
Mais dans les bâtiments en face, il y avait les gens qui travaillent sur les virus, sur les bactéries et sur les parasites. Et j'ai toujours été dans des unités qui avaient un lien avec la virologie, donc virus oncogène ou des choses comme ça. À l'époque, presque tout ce qu'on a appris sur le cancer, on a appris des virus, des premiers oncogènes, des premières voies de signalisation, tout ça. La virologie nous apportait beaucoup. Et donc j'étais séduit par l'idée qu'un parasite qui était eucaryote pouvait nous enseigner des choses intéressantes un peu différemment sur l'interaction. Après, j'étais juste fasciné par cette idée qu'un parasite intracellulaire pouvait changer l'identité de la cellule hôte et la réversibilité de ça, parce quand on tue le parasite, on perd la transformation. Donc ça m'a séduit et j'ai trouvé ça fascinant. Difficile à faire, honnêtement, parce que pour plein de raisons. Une, c'est que c'est très niche, mais c'est une très petite communauté internationale. Donc il y a pas beaucoup d'outils. Même aujourd'hui, on n'a pas une capacité de modifier génétiquement le parasite. Donc ça rend donc quand on essaie de publier, le reviewer demande toujours on fait un knockout, et ça on peut pas faire. Donc ça oblige d'être un peu plus créatif. Et je crois les contraintes sont intéressantes parce que ça pousse à réfléchir un peu plus. Donc j'étais séduit par l'induction et la réversibilité de ce modèle de changement de caractère vers des caractéristiques tumorales, et je reste séduit par ça. Et en plus, très pratiquement, de côté très pratique, ça m'a permis de demander les financements de l'infection, de cancer, de l'épigénétique. Donc, ça aussi, ça a multiplié les sources potentielles de financement. Voilà. Et j'aimais beaucoup que c'était entre les disciplines. Donc, c'est un peu cancer, un peu d'infection, un peu d'épigénétique et un peu les trois en même temps. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et ça reste intéressant. Et est-ce que dans les autres équipes qui travaillent autour de vous, il y a aussi des modèles un peu comme ça qui sortent du commun, ou vous êtes un peu le seul à faire ça? Non, je suis un peu le seul. Donc les autres, donc il y a un labo qui travaille sur l'inactivation de chromosome X, donc avec les cellules souches souris et humaines. Des gens qui travaillent sur le développement du cerveau avec la souris. Non, c'est plus un peu plus classique, si oui. Mais plus facile aussi. Donc mais on a énormément bénéficié du contexte. Le fait qu'il y a six équipes qui travaillent vraiment ensemble et qui partagent un peu les approches techniques, ça nous a énormément aidé à avancer, oui. Et donc vous travaillez plutôt, vous êtes obligé de faire de la culture cellulaire pour faire vos recherches. Est-ce que vous pouvez travailler un peu in vivo ou pas du tout? Non, on fait ça, c'est en fait, pour faire in vivo, il faut des vaches et les tiques, parce que c'est transmis par les tiques. Et donc, au centre de Paris, c'est difficile. Donc, non, on a des systèmes cellulaires. On a fait un peu d'in vivo avec un modèle de zebrafish, le poisson zèbre. Mais non, c'est vraiment un modèle cellulaire pour le moment. Mais on est en contact avec des chercheurs un peu partout dans le monde qui ont ce modèle et qui ont accès aux fermes et des parasites in vivo, voilà. D'accord. Dans vos dernières publications, on a vu par exemple que vous aviez trouvé une marque épigénétique qui avait un lien dans la différenciation du parasite et dans son cycle, et ça avait l'air d'être quand même un système un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, donc on a dit pendant des années, on avait regardé l'impact du parasite sur la régulation de l'expression des gènes de la cellule hôte, et on a trouvé des modifications chromatiniennes ou épigénétiques dans la régulation des gènes de la cellule hôte qui étaient impliqués dans le cancer. Et un jour, on se demandait est-ce que ça serait pas intéressant de regarder aussi le parasite, qui est un eucaryote, c'est qu'il y a des histones et qui est dans les queues des histones, il y a toutes les modifications qu'on pouvait attendre.
mais rien n'est connu sur la régulation des gènes. Et donc, une chose que je suis très attaché, comme vous avez, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais comme vous m'avez demandé pourquoi un modèle exotique, je crois que c'est vraiment important que tout ce qu'on connaît sur la biologie, on connaît à partir de peut-être 5 ou 6 organismes modèles. Oui, le levior, le droso, Xenopus c. elegans et le souris. Oui, donc très peu de... Et on trouvait ça important d'élargir avec l'idée que peut-être ça fonctionne pas pareil dans toutes les espèces. Et donc, le parasite était un modèle pour regarder la régulation de l'expression des gènes. Donc, il y a des histones. Les queues des histones sont très, très conservées. Et donc, on a commencé tout bêtement. On a acheté plein d'anticorps contre toutes les modifications des histones. Et on a juste balancé sur nos cellules par immunofluorescence pour voir si on pouvait voir un signal dans la cellule hôte et aussi sur le noyau du parasite. Et un jour, on a trouvé H3K4 triméthylé dans les deux, etc., etc. Et un jour, on a vu une méthylation de histone H3 lysine 18. Et donc, on était tous excités parce qu'il était que sur le parasite et pas sur la cellule hôte. Et donc, on a tourné vers la littérature pour voir qu'est-ce qui était connu. Et en fait, il n'y avait rien connu sur cette modification, jusqu'au point qu'un des reviewers a dit comment ça que vous avez acheté les anticorps contre moi qui n'est pas connu. Mais en fait, ces boîtes, ils fabriquent les anticorps avec l'idée que peut-être ces résidus peuvent être modifiés. Donc, on a trouvé une nouvelle marque qui était parasite spécifique et donc on a développé tout un projet autour de ça. Et ce qu'on a vu, c'est que H3K18 méthylé, donc monométhylé, on a trouvé l'enzyme chez le parasite qui est capable de méthyler. On a vu que le marque, donc par chip sec, on a fait du chip sec, il y avait pas un signal chez le génome bovin. Mais dans le génome parasitaire, il y avait un enrichissement pour cette marque sur les gènes qui étaient sur le gene body, qui est relativement rare, surtout sur les gènes qui étaient réprimés. Et quand on a induit la différenciation de parasites, ce marque disparaît et donc après les gènes étaient exprimés. Donc on pense que là, au moins chez le parasite, la méthylation de H3K18 à cet endroit peut être une marque répressive pour la régulation d'expression des gènes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très particulier parce que c'est sur le parasite, mais ça ouvre un peu l'idée qu'il y a d'autres types de modifications. Et en plus, on sait que H3K18 acétylé est plutôt une marque activateur des promoteurs. Donc, on pense peut-être qu'il y a un antagonisme entre méthylation et acétylation à cet endroit. On était très content de trouver un nouveau marque et évidemment, ça peut être aussi un cible pour les médicaments s'il y a des marques si le parasite régule un peu différemment ces gènes. Je crois l'exotique, comme Paramecium ou le poisson zèbre, je crois ces modèles un peu moins étudiés peuvent nous apporter de nouvelles choses. Voilà. Et puis, est-ce que vous pensez, par exemple, ce type de fonctionnement, ça pourrait être visible dans d'autres modèles, d'autres parasites ou d'autres types un peu? Tout à fait. Donc, il y a très peu connu sur la régulation des génomes parasitaires. Donc, Thalidomide, c'est un très petit génome, mais qui est très AT-rich et qui est, comme Plasmodium et Toxoplasma, très peu de facteurs de transcription. Donc, on pense que probablement il y a une régulation un peu différente, liée à l'organisation du génome et les acteurs chromatiniens ou épigénétiques dedans. Et donc, effectivement, on pense que, il faut pas résumer toute la biologie par ce qu'on a vu chez la souris et chez l'homme. Donc, ça c'est vraiment important. Et c'est toujours étonnant qu'on voit que différentes espèces trouvent les façons différentes de faire la même chose, de réguler l'expression des gènes. Donc effectivement, on est en train de regarder un peu sur d'autres parasites similaires pour voir à quel point la régulation de l'expression des gènes est différente. Ouais.
Et puis, vous faites aussi un lien un peu avec le cancer. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de choses, ça peut s'appliquer même dans un contexte, par exemple, sans parasite, je sais pas, dans un autre contexte de cancer, par exemple? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse aider ou... Bon, on essaie toujours de faire le lien. Donc là, je peux pas rentrer dans les détails, mais avec le single cell, on a vu quelque chose que j'espère il y aura une conclusion qui serait intéressante pour la biologie du cancer au sens large. Donc on fait des petits allers-retours en permanence, ouais. Et le premier, en fait, le première modification épigénétique de la cellule hôte qu'on a vu induite par Theileria était une enzyme qui s'appelle SMID3, donc c'est une 7 domaine protéine. Et en fait, elle était très peu étudiée dans un contexte de métastase, et nous, on a trouvé un gène qui était impliqué dans la métastase. Donc, on espère que ce qu'on trouve chez Theileria peut être intéressant pour le cancer, et que la recherche sur Theileria peut être aussi inspirée de ce que est connu sur la recherche sur le cancer ailleurs. Donc, on espère, c'est pas le modèle classique de tumorigénèse, mais on espère qu'il y aura des petits astuces, des petits clues, les petits indices, les choses intéressantes qui peuvent être appliquées ailleurs. Et c'est ça l'intérêt de sortir du chemin battu, c'est pour trouver d'autres choses. Et l'intérêt de ces approches interdisciplinaires, c'est que peut-être, parce qu'on cherche dans un modèle un peu moins connu, on peut trouver des choses intéressantes qui peut être utilisées dans un contexte un peu plus classique. Donc, ouais. Le fait de voir dans d'autres modèles qui sont complètement différents, c'est ça, potentiellement les mécanismes sont différents et c'est pas la manière classique dont on aurait pensé que ça pourrait marcher. Et ça peut apporter vraiment énormément dans votre recherche et à penser différemment les mécanismes dont on sait déjà des choses, quoi. Tout à fait. Moi, j'avais une question, ça revient un peu sur ce que vous disiez au début, mais vous parliez que vous aimez beaucoup l'art et dans quelle mesure tout ça, ça peut prendre place dans dans votre recherche, dans l'épigénétique, peut-être plus spécifiquement, mais genre comment c'est quand même deux domaines qui peuvent paraître aux opposés, mais en même temps qui peuvent aussi beaucoup s'apporter l'un l'autre. Comment c'est possible de les faire évoluer ensemble? Ouais, je sais pas si Camille t'a dit, mais j'ai créé un enseignement qui est à l'interface entre art et science, qui s'appelle l'Académie vivante, qui est pas toujours apprécié par les étudiants et pas toujours apprécié par des collègues, mais qui essaie d'explorer effectivement qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'art et comment être inspiré un peu des choses qui sont de notre discipline, de notre domaine. Donc l'idée de cet enseignement, c'est pour être chercheur au labo, il faut sortir de zone de confort et il faut être confronté à l'inconnu et sans consigne. Donc, et ça, c'est difficile d'enseigner aujourd'hui parce qu'on tout est très très formaté. Et donc l'idée était comment préparer un étudiant pour la difficulté d'être un peu perdu dans le laboratoire. Et je trouve que l'art, c'est un très bon moyen parce que l'artiste, il est confronté de l'inconnu, de la page blanche. Et aussi, je suis très attaché à l'idée que la recherche n'est pas quelque chose d'objectif qui peut être fait par un robot, que c'est très personnel. Et donc, il faut chercher un peu de soi pour faire la bonne recherche. Et donc, l'art nous aide à s'exprimer, à se ressourcer un peu différemment. Donc, c'est une unité d'enseignement qui change chaque année. On a fait la danse, on a fait du poésie, on a fait on a fait plein de choses différentes. Et aussi, j'ai dit, je veux pas m'ennuyer en tant qu'enseignant. Si on donne les mêmes cours chaque année, on commence à se répéter un peu. Et donc l'idée d'un enseignement où on ne sait pas exactement où on va et c'est très expérimental, moi ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de découvrir, de jouer avec d'autres choses. Et donc c'est pas et je pense que
une activité artistique, n'importe quelle, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être vraiment de peindre, de dessiner. Ça fait chercher une source d'inspiration et ça crée des sentiments qui peuvent être utiles dans le laboratoire. Moi, je suis convaincu. Je vois Camille, si tu es d'accord. Souvent, oui, je oui. vois ça prendre quelques années pour les étudiants après dire ah oui, c'est ça qu'il parlait. Mais je crois en plus, je crois c'est un enseignement que les étudiants n'oublient pas, alors que la majorité des choses que j'ai enseignées, ils vont oublier parce que demain on va trouver que c'est plus vrai. Donc je crois et aujourd'hui, on a parlé au début, aujourd'hui où beaucoup de choses vont être remplacées par les approches informatiques, d'avoir un peu d'humain et de se poser la question, c'est quoi la créativité et c'est quoi la place personnelle, individuelle de la créativité dans un laboratoire. Je crois que c'est des questions importantes. Voilà, donc j'ai essayé de combiner ça dans ma vie privée, mais aussi dans une classe d'enseignement. Avec quelques réussites, avec quelques échecs, je dois dire, et c'est bien d'avoir les échecs, je crois que c'est important les échecs, mais je crois que et ça m'a posé énormément de questions sur c'est quoi l'enseignement, c'est quoi le rôle d'un enseignant, qu'est-ce qu'on essaie, on a 2 heures ensemble dans une classe, qu'est-ce qu'on essaie de faire, et où est-ce qu'on peut aller, et comment donner un enseignement qui va continuer à résonner après que l'étudiant a quitté la fac. Donc, j'essaie ça. Je sais pas si ça marchait. Mais maintenant, on fait partie d'un grand consortium d'universités européennes. Et je trouvais dans différentes facultés un peu partout en Europe, il y a quelques fous qui jouent avec l'art et sciences et ça donne des choses intéressantes. Voilà. Donc, tu as gardé un souvenir, Camille? Oui, mais justement, j'en parlais à Laureline, je lui avais dit que j'avais eu, par exemple, ce cours qui mêlait sciences et art et que j'avais trouvé ça très intéressant et que c'était pas commun, donc en plus on s'en souvient parce que justement on s'attend pas forcément à faire ce genre de choses, donc non, on avait parlé de manière très positive. Moi, je crois que c'est important que ce que j'aime dans la recherche, c'est qu'il y a des surprises. Et c'est bon, on peut appeler ça les échecs, mais c'est des surprises tout le temps. Et c'est ça qui est beau dans la recherche, c'est surprenant et ça motive ça donne envie d'aller plus loin. Mm-hmm. Et je trouve que l'enseignement devrait avoir un côté de surprise et l'examen aussi un côté surprise. Et parce que ça fait questionner, ça nous oblige de chercher d'autres choses et pas juste cracher des détails qu'on a appris en cours. Voilà. Donc c'est un peu ma philosophie de recherche, mais aussi d'enseignement. Voilà. Donc je suis content que tu as gardé un souvenir. Oui, oui. Non, je crois une expérience universitaire devrait être ça, plein de rencontres qui questionnent. Et c'est ces rencontres qui questionnent qui vont continuer dans le laboratoire et aussi dans la recherche. La recherche, c'est une rencontre qui devrait contenir plein de surprises qui nous poussent à se ressourcer. Voilà. Donc c'était ça que j'essaie. Donc si au moins il y a une étudiante qui est claire, c'est bon, voilà. Non, puis c'est sûr qu'après apprendre des informations, des détails, c'est sûr c'est important, mais après dans la vie on peut trouver des articles qui vont nous donner l'information et on l'aura, alors que s'ouvrir à justement de la créativité, de la réflexion, ça c'est quelque chose justement qui s'apprend plus par l'expérience que par un article. Donc c'est important. Donc moi mon catchphrase c'est less teaching, more learning. Donc et on est en train de revoir les maquettes pour les prochaines quinquennales, pour les prochaines et on voit UE par UE, donc unité d'enseignement une par une et chaque responsable quand on demande comment il voit l'avenir, chacun dit j'ai besoin de plus d'heures. Donc parce qu'il y a des nouvelles choses à enseigner. Donc on peut pas juste multiplier le nombre d'heures parce qu'il y a des nouvelles choses. Donc
c'est pas ce qu'on enseigne qui est important, c'est comment on enseigne. Parce que dans le laboratoire, vous allez utiliser juste une petite partie des données qu'on vous a enseignées, mais j'espère beaucoup d'outils de réflexion qu'on vous a donnés. J'espère. Voilà. Mhm. C'est ça l'espoir. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est le fait que l'art, potentiellement, ça peut apporter, et c'est aussi une manière de réfléchir qui est pas forcément toujours enseignée aux étudiants, mais qui permet du coup, quand on est face vraiment concrètement dans un labo à des problèmes, à des échecs ou à des victoires, d'avoir toujours l'esprit ouvert et de pouvoir accepter et les échecs et les victoires. Genre ça, c'est pas quelque chose qui est forcément enseigné, et le fait d'avoir d'autres manières de penser, je trouve que c'est super, super, c'est la base un peu de la recherche, quoi. C'est être ouvert. Super. Moi, Okay. j'avais une autre question pour vous, parce que vous dites que vous refaites toutes les maquettes des jeux, et pour moi, je sais que ça a été très, très, très confrontant dans ma scolarité. Qu'est-ce qui permet d'évaluer qu'un étudiant est bon pour de la recherche? Parce que après, les notes, elles sont très dépendantes pour rentrer dans un doctorat, surtout en France, moi, de mon expérience. Et est-ce que c'est confrontant par rapport à vos collègues d'avoir des idées qui vont à l'encontre de ce qui est accepté, en fait? Donc moi, oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce qui est intéressant dans le magistère, c'est qu'il y a une énorme équipe enseignante qui est très, très hétérogène. Il y a des gens très techniques, les gens très classiques, les gens un peu fous. Donc, c'est une combinaison très intéressante. Donc, je pense que et ça, c'est intéressant pour les étudiants. Ils voient plein de choses. Il y a des affinités un peu différentes pour chaque étudiant. Donc, ça, mais ça fait des années que je dis, on devrait focaliser sur how we teach and not what we teach. Et ça, j'ai beaucoup de mal, et donc je rigole pas. Les gens, donc ils ont beaucoup de mal à voir. Ils voient juste tout ce qu'il y a à apprendre. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je suis un peu différent d'eux, c'est que moi, je pense que mon expérience personnelle, c'est plus on donne de l'indépendance, de l'autonomie à un étudiant, plus ils apprennent. Et ça, c'est difficile à dire à des collègues. Donc, voilà. Donc, mais pour moi, c'est la même chose. Au laboratoire, on a les mêmes problèmes. Je donne beaucoup d'autonomie dans mon équipe. Des fois, c'est des échecs, mais quand ça marche, les gens s'envolent. C'est magnifique. Donc, moi, ce que j'ai appris avec ces enseignants de art, c'est less is more. Et ça, c'est difficile donc c'est compliqué là. C'est un peu compliqué. On n'est pas tous d'accord. Mais il y a un respect, et honnêtement, à Paris, dans notre équipe, la volonté est la même. Tout le monde veut faire le mieux pour l'étudiant. Donc, il y a vraiment énormément d'investissement. Camille va te dire, énormément d'investissement sur le bien-être pour l'étudiant et de préparer l'étudiant pour une carrière scientifique ou peut-être pour d'autres carrières. Et donc la tâche est énorme. Il y a une vraie réflexion. Des fois, c'est raté. Des fois, voilà. Et en plus, ça change tout le temps. Donc, il y a 5 ans, on a mis beaucoup d'informatique, un peu trop, et là, on est en train de revoir comment, voilà. Donc, voilà. J'espère que ça répondait à vos questions, vos besoins. Oui, c'était très très intéressant, et ça répond tout à fait à nos attentes, donc c'est parfait. Okay. Merci beaucoup. Super. Donc juste pour conclure le podcast, on aime bien poser une dernière question qui est est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs, et peut-être plus particulièrement s'il y a des étudiants ou des jeunes chercheurs qui écoutent Bon, mon message, ça serait effectivement, quand on a parlé d'essayer de faire les choses qui est différentes de ce que les autres font, et de sortir de zone de confort. Donc je crois que c'est vraiment important, parce que je crois que c'est là qu'on découvre des choses scientifiques qui sont importantes, mais aussi des choses personnelles. Donc il faut être curieux, et il faut aller chercher et pas suivre où tout le monde va. C'est ça qui m'a donné beaucoup de plaisir. C'est pour ça, vous voyez, je suis encore passionné aujourd'hui. Je crois que c'est ça, c'est d'aller chercher, sortir du zone de confort. C'est vraiment quelque chose qui est important comme une idée dans la recherche, pour et pas avoir peur de ce que les autres vont dire, suivre la curiosité
et vous allez trouver les choses intéressantes. Ça, je suis convaincu. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous. C'est l'honneur, très gentil, et c'est très satisfaisant parce que vous savez, notre métier est difficile et pas toujours simple. Et l'effet d'avoir les étudiants qui gardent un souvenir et qui sont juste inspirés de quelque chose, c'est vrai, ça touche beaucoup. Donc j'espère que vous aurez ça. J'espère que vous aurez les gens que vous avez mentorés ou que vous avez enseignés, que vous avez aidés, qui vont garder quelque chose de vous. C'est vraiment, c'est une des satisfactions du métier. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser un commentaire et à le partager. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site internet thisisepigenetics.ca.